Bonjour à tous, merci pour cette invitation à présenter comment appréhender la microcirculation. Après les brillantes présentations précédentes, on a vu aussi au début du congrès les 40 ans de progrès en angioplastie coronaire. On voit tout le progrès qui a été apporté aux sténoses épicardiques et à la macrocirculation. Cependant, on peut penser qu'on a encore du travail pour les 40 prochaines années concernant la microcirculation. Comme vous le savez, quand on fait une angiographie coronaire, on est capable de détecter uniquement 5% de l'arbre coronaire. Si on regarde en microscopie électronique cette artère, on voit que 95% de la vascularisation coronaire passe par les microvaisseaux et leur rôle de résistance. Pour être assez synthétique dans ce schéma, il y a plusieurs méthodes pour évaluer la microcirculation et la circulation coronaire en général. Le coronary flow reserve, on en a parlé tout à l'heure, va évaluer l'ensemble de l'arbre coronaire. La FFR, elle va évaluer la sténose épicardique et son impact hémodynamique, mais elle va dépendre aussi un peu de la microcirculation coronaire, on va en parler. Et l'IMR, qui lui va regarder spécifiquement la microcirculation. L'IMR et la FFR se faisant grâce à un guide de pression qui a aussi une modalité de température. Et on va voir en dernière partie une méthode qui est évaluée et développée par Bernard de Bruyne depuis plus de 10 ans pour enfin obtenir des valeurs absolues en termes de flux et de résistance coronaire de façon invasive et segmentaire. Je voulais juste m'attarder sur cette très belle étude concernant la microcirculation. Il s'agit d'une technique de scintigraphie qui est spécialisée, complétée avec une angiographie coronaire chez 2400 patients, et on regarde uniquement la mortalité ici. Et ce que l'on voit, si on regarde un petit peu plus les courbes, en décrivant ces deux diapos, c'est que le coronarien diabétique, il a une mortalité élevée avec 2,9% annuel. Le coronarien non diabétique, il a une mortalité élevée à 2%. Le non-coronarien non diabétique, il a une mortalité qui est plutôt basse, 0,5%. Et le point le plus intéressant, c'est les diabétiques. Les diabétiques, ce sont ces deux courbes-là, les deux types de diabétiques non coronariens. Si on a une réserve coronaire qui est normale, eh bien on a une mortalité qui est équivalente aux non-coronariens et non diabétiques. En revanche, quand on est non-coronarien diabétique avec une altération de la réserve coronaire, c'est-à-dire une altération de la microcirculation, elle est aussi mortelle que d'être coronarien diabétique ou d'être coronarien non diabétique. Donc il y a un vrai intérêt à évaluer la microcirculation en termes de mortalité cardiovasculaire, c'est ce que suggère cette étude. Voici comment on fait un flow réserve en coronarographie. Donc c'est un guide de Doppler qu'on met au bout de l'artère. On a les vélocités initiales, on injecte de l'adénosine aux doses recommandées et on a une vélocité maximale grâce à cette hyperémie maximale. Et c'est comme ça qu'on arrive à évaluer l'ensemble de l'arbre coronaire. Si on a une coronarographie normale, on peut effectivement dire que ça pourrait être une atteinte de la microcirculation, mais attention, elle n'est pas adaptée pour évaluer la microcirculation. La première chose, c'est qu'elle dépend beaucoup des paramètres hémodynamiques. Elle est extrêmement opérateur dépendant. On connaît la difficulté d'avoir un guide, d'évaluer un RAC. Il faut vraiment être en face pour avoir les bonnes vélocités d'un RAC. Imaginez un guide Doppler à l'intérieur des coronaires. Il faut vraiment être en face du flux pour avoir un bon signal Doppler. Il y a la définition du normal et de l'ischémique qui demeure imprécise. Et enfin, les valeurs de repos qui sont tout à fait théoriques chez un patient qui est en procédure d'intervention cardiaque. Il suffit qu'il ait mal ou qu'il dort pour que les valeurs de repos soient complètement différentes. On va parler, comme l'avait expliqué très brillamment Gérard Finet, de l'intérêt de la FFR. Donc effectivement, si on prend une sténose et qu'on va raisonner uniquement en termes de flux, donc il y a une sténose qui est focale, un flux qui est à 50 ml par minute au travers de cet arbre vasculaire. On va stenter la lésion, on obtient 100 ml minute, la FFR était positive et effectivement on a fait un bénéfice au patient. On prend la même sténose, mais un patient qui a un problème de microcirculation, qui a eu un infarctus ou un diabète. Il a 50 ml de flux, il n'y a pas de raison de l'avoir moins. Et on fait un stent et on a encore 50 ml minute. Alors attention à ce facteur qui est confondant, comme l'a expliqué Gérard Finet, c'est que lorsqu'on a une FFR à 1 ici et un flux à 100 ml minute, on n'a pas le même pronostic qu'une FFR à 1 et 50 ml minute avec ou sans stent. L'index de résistance microvasculaire est, elle, partie sur un but de
thermodilution. Sur les bases de la thermodilution par bolus, on met un guide de FFR qui est capable de déterminer autant la pression que la température. On injecte un bolus de solution saline à température ambiante. Le flux étant un volume sur un temps, ce temps de transit serait un indice de flux. C'est cet indice de flux qui est mesuré avec la moyenne de 3 injections de bolus manuel de 3 à 4 ml par minute sous adénosine intraveineuse, une hyperémie prolongée. On peut avoir une IMR. L'IMR est la moyenne des trois temps de transit en état d'hyperémie multiplié par la pression distale. Et donc ici, on a une IMR à 14 dans cet exemple. Je ne vais pas citer toute la littérature parce qu'il y a une littérature qui est abondante et extrêmement intéressante. Je vais citer un papier, post-infarctus du myocarde. Lorsqu'on a une IMR supérieure à 40, on a une mortalité, un taux d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque qui est plus importante que lorsqu'on a une IMR inférieure à 40. Et encore une fois, il y a toute une littérature, une vaste littérature sur l'IMR qui est tout à fait passionnante à ce sujet, sur l'impact de l'IMR. C'est tout un tas de spectres de pathologies diverses et variées sur la cardiologie. Enfin, un cathéter qui a été développé par une firme française, c'est un cathéter de thermodilution coronaire. Ce cathéter va être mis en place comme un ballon qui va être connecté à une pompe pour infuser une solution saline à température ambiante, et il va être mis en place sur un guide de FFR répression. Et cette fois-ci, on va faire une thermodilution coronaire qui est continue à 15 ou 20 ml par minute. Le principe étant d'infuser par exemple 20 ml par la pompe au travers de ce microcathéter, d'obtenir une température mixée entre le sang et la solution saline, qui est le T, de récupérer en retirant le guide la température de l'infusa, qui est le TI, et avec une formule extrêmement simple, avec une constante du sang, on a une idée du flux. Si on prend cet exemple très rapidement, on voit ici en rouge la pression aortique, en vert la pression distale, en bleu les courbes de température, ici ce seuil de plateau qui correspond au T. En retirant le guide au niveau du microcathéter, eh bien, on a une température de l'infusa, le TI, et en pratique, au niveau des calculs, on obtient un flux de 143 ml/minute dans cette IVA. Lorsqu'on regarde le WADO, mais la pression qui est égale au flux fois les résistances, on a les pressions distales grâce au guide de pression, et donc on a une valeur de résistance également. Et donc on a un moyen de mesurer le flux de façon invasive et segmentaire en pratique clinique en salle de cathétérisme cardiaque. Ce qu'on a trouvé aussi dans les premières expérimentations, qui était une surprenante observation, c'est que le fait d'injecter une solution saline au travers de ces trous latéraux, on n'a pas encore un mécanisme clairement élucidé, mais on sait qu'il va générer une hyperémie maximale. On voit ici que la pression distale diminue, et elle diminue jusqu'à arriver à un cycle de plateau pendant l'injection de cette solution saline en endocoronaire. Et donc, est-ce qu'elle induit une hyperémie maximale? On a étudié ça chez maintenant plus d'une trentaine de patients avec un guide de Doppler. Eh bien, on voit que le flux obtenu à partir de 15 ml/minute ou 20 ml/minute est équivalent à un flux obtenu avec l'adénosine, avec une bonne corrélation entre la CFR obtenue avec l'adénosine et la CFR obtenue avec la solution saline, ce qui fait qu'en pratique, cette mesure est d'autant plus simplifiée parce qu'on n'a pas besoin d'adénosine pour faire une mesure de flux maximal. Et donc, en conclusion, voici à quoi pourrait ressembler dans nos futures salles de cathé l'évaluation de l'arbre coronaire. On aurait le flux, on aurait les résistances, et on pourrait avoir aussi la FFR, parce qu'on a cette hyperémie maximale et un guide de pression. Et donc, on pourrait avoir l'ensemble de l'évaluation coronaire, c'est-à-dire la part de la sténose épicardique évaluée par la FFR, la part de la microcirculation des micro-résistances et le flux généré au total. Ce qu'on peut avoir aussi, parce que la définition de la FFR, c'est un flux maximal au travers d'une sténose divisé par un flux maximal sans sténose. Ici, on a une FFR à 0,95, et donc on pourrait avoir en théorie le flux normal et les résistances normales si on établit que cette FFR est égale à 1. C'est ce qui est marqué sur ce graphique-là. Et donc, un flux qui est à 0,171 litres par minute devient 0,180 litres par minute si la FFR est mise à 1. Enfin, le flux coronaire et les résistances microvasculaires absolues peuvent être mesurées par thermodilution coronaire. La technique a été simplifiée. Le développement d'un nouveau cathéter d'infusion et l'hyperémie induite par la solution saline a vraiment permis de simplifier cette mesure. Et on a fait ces mesures-là sur plus d'une centaine de patients sans difficulté et de façon tout à fait sûre. Un certain nombre de validations restent à être apportées chez l'homme. On a plusieurs aussi études en cours chez l'animal. Et cette évolution constitue une nouvelle fenêtre vers la compréhension de la microcirculation et surtout
surtout le traitement de son dysfonctionnement. Merci. Merci Julien pour cette belle présentation. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Déjà, je vais commencer par te demander un peu, dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as serré certaines indications pour lesquelles tu l'utilises ou tu l'utilises juste en recherche actuellement? Pour l'instant, c'est juste de la recherche. On est pour l'instant vraiment occupé à faire les mesures chez le patient normal. La plus grosse limitation qui va être ici, c'est qu'on sait très bien que les valeurs normales, c'est 1 millilitre par minute par gramme de myocarde dans les valeurs normales. Le problème, c'est qu'on a des grandes variabilités anatomiques et donc une IVA va être différente d'un patient à l'autre. Donc pour l'instant, ça va être, je pense, d'établir les valeurs normales, d'établir les valeurs pathologiques. Ça avait déjà été fait dans quelques mesures, mais c'est très anecdotique post-infarctus, post-ostémie. On voit des résistances extrêmement élevées. Est-ce que c'est corrélé à un pronostic? Tout ça, ça va être en cours. Donc pour l'instant, c'est vraiment un outil de recherche. C'était une magnifique présentation. Il y a un concept quand même que tu lâches qui est passé presque inaperçu, c'est que tu injectes une solution saline et tu as une hyperémie maximale. Donc c'est quand même très perturbant, à mon avis, pour moi, en tout cas j'espère dans la salle aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Comment obtenir? Est-ce que si je mets une seringue de solution saline, je vais obtenir une hyperémie maximale? Oui. Pourquoi mettre de l'adénosine alors, tout à fait, donc c'est une très bonne question. On a été un petit peu plus au-delà dans la compréhension de ce mécanisme. Donc on a fait sur cette étude Doppler chez ces patients, donc on a fait 33 patients, il y avait 4 groupes. Le premier groupe était d'établir s'il y avait une hyperémie maximale, et oui, la réponse est claire, au travers de ce microcathéter, on a une hyperémie maximale. On a après utilisé un cathéter sans trous latéraux. Donc on a fait exactement la même injection le long du guide. Et quand on fait la même injection, même débit, même température le long du guide, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc il y a peut-être cet effet de trous latéraux qui vient stimuler l'endothélium, qui pourrait induire une hyperémie maximale. L'autre groupe, le troisième groupe, a été de faire cette mesure, par exemple sur l'IVA, et d'utiliser le guide Doppler sur la circonflexe, sur le vaisseau contralatéral. Ce qu'on a pu voir, c'est que ce phénomène est extrêmement local, il ne se passe rien sur l'artère contralatérale. Donc encore une fois, quelque chose qui est assez surprenant. Le dernier groupe qui a été de savoir si ça générait de l'ischémie, et donc on a fait pendant plus de 3 minutes une échographie qui était branchée pendant l'injection, et il n'y a absolument rien qui se passe en termes d'ischémie sur le myocarde. Donc pour l'instant, on est vraiment sur cette hypothèse de stimulation endothéliale, et pour aller plus loin, il va falloir faire des expérimentations animales. Je voulais te féliciter. Depuis que j'ai le plaisir de te connaître depuis le début, j'ai toujours impressionné par la qualité de ton travail et de tes réflexions. Et oui, j'en reviens à la même question qui m'a perturbé. Quand je t'ai vu le présenter avec les jets légers et radiaires, je me suis dit, tiens, oui, ça doit être peut-être une stimulation sur le shear stress sur l'endothélium qui est un bon départ pour les voies de stimulation de la vasomotricité. Parce que ça, c'est assez original et je pense que j'étais perturbé par ça. Je me suis dit, tiens, ça ne doit pas être anodin. Et après, tu as élégamment montré qu'effectivement, ça a une efficacité redoutable sur l'hyperémie. Donc ça, c'est un point. Là, j'en reviens à la sérendipité. Peut-être que c'est une découverte intéressante. Enfin, on attend la suite de vos validations. C'est super. Merci.